20 juin 1960, à Dakar, les couleurs françaises font place à celles d'un nouvel État, la Fédération du Mali. Nous voulions d'un régime démocratique où les pouvoirs, pour collaborer, se partageraient et s'équilibreraient. L'Algérie dit avoir pris connaissance avec beaucoup de regrets de la décision du Mali de mettre fin avec effet immédiat à l'accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays. Pas d'apaisement entre l'Algérie et le Mali. À son tour, Bamako a fermé son espace aérien à Alger en guise de réciprocité. Il est des trahisons que le silence rend plus cruel. Il est des fidélités que l'histoire n'a pas encore su récompenser. Le Mali a été un socle pour l'indépendance de l'Algérie. Une base arrière, un partenaire diplomatique, un frère d'armes. Mais qu'a-t-il reçu en retour? Du déni, de l'ingratitude et aujourd'hui, pire encore, la subversion. Ceci n'est pas une exagération. C'est un fait historique. L'histoire de deux peuples, nés sous le joug colonial, qui se sont levés pour leur dignité. Mais là où l'un a tout donné, l'autre a tout oublié. Le 22 septembre 1960, le Mali devient indépendant. Mais Modibo Keïta ne veut pas d'une liberté solitaire. Il croit à la libération collective de l'Afrique. 3 mois plus tard, il exige le départ immédiat de toutes les troupes françaises du sol malien. Un acte de rupture, de souveraineté, de courage. Et surtout, un geste qui va changer la donne pour les combattants du Front de libération nationale algérien. Car dès ce moment, le territoire malien devient la base arrière du FLN. Une terre d'asile, de résistance et de réorganisation. Gao, Tombouctou, Kidal. Autant de villes maliennes où les maquisards algériens peuvent respirer, s'entraîner, planifier. Et ce n'est que le début. Le Mali offre plus que de l'espace. Il offre des armes, du ravitaillement, des soins, une voix dans les forums internationaux, une protection diplomatique. Et surtout, une amitié sincère, dénuée d'intérêt. Mais que s'est-il passé une fois que l'Algérie a obtenu son indépendance, le 5 juillet 1962? Rien. Pas un mot, pas un monument, pas une commémoration officielle pour rendre hommage à ce frère africain qui lui avait tendu la main au moment le plus sombre. Et là où l'ingratitude aurait dû s'arrêter, elle s'est muée en hostilité. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le passé qui est renié. C'est le présent qui est empoisonné. L'Algérie, naguère soutenue par le Mali, abrite sur son sol les ennemis même du Mali. Des séparatistes, des terroristes, des groupes armés qui déstabilisent le nord du pays. L'histoire est donc doublement cruelle. Elle a oublié le bienfaiteur et elle le fait payer pour sa générosité. Voici l'histoire d'un engagement total, d'une loyauté absolue, d'un abandon honteux. Voici l'histoire du Mali et de l'Algérie. Le 22 septembre 1960, le Mali entre dans l'histoire en accédant à l'indépendance. Mais cette indépendance, Modibo Keïta ne l'envisage pas comme une fin en soi. Pour lui, c'est un point de départ. Un appel, une mission. Car le Mali ne saurait être pleinement libre tant que d'autres peuples africains vivent encore sous la domination coloniale. C'est dans cet esprit qu'à peine 3 mois plus tard, le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta ordonne le départ immédiat de toutes les troupes françaises encore stationnées sur le sol malien. Il ne s'agit pas d'une posture symbolique. Il s'agit d'un geste fort, d'une affirmation sans ambiguïté. Le Mali appartient aux Maliens et le sol africain ne doit plus jamais servir de base à l'oppression des Africains. C'est dans cette résolution que se forge le Mali nouveau, un pays libre, mais qui choisit de mettre sa liberté au service des autres. Dès lors, Bamako devient un carrefour de la solidarité panafricaine. Le pays se positionne comme le refuge, le sanctuaire et le relais diplomatique de tous les mouvements de libération du continent. Modibo Keïta, dont la vision dépasse les frontières tracées par le colon, affirme haut et fort que l'unité africaine passe par la fin de toutes les colonisations. À ses yeux, la liberté n'a de valeur que si elle est partagée. Et le Mali ne peut bâtir son avenir que si l'Afrique tout entière se libère. En 1962, à Moscou, dans le haut lieu du pouvoir soviétique, il déclare devant le Kremlin: le Mali ne saura considérer sa mission comme accomplie tant qu'un seul pouce du sol africain sera occupé par les colonialistes avides. Ce n'est pas une formule, c'est une ligne politique. C'est un serment. Dans le sillage de cette politique, le Mali s'inscrit très vite dans le groupe de Casablanca, aux côtés de Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Ben Bella, tous réunis autour de la conviction que l'Afrique doit s'unir pour se libérer. En 1960, alors que d'autres dirigeants hésitent, calculent ou coopèrent avec les anciennes puissances,
Modibo Keïta tranche net. Le Mali sera le fer de lance du combat panafricain. Une terre de liberté, oui. Mais surtout, un brasier d'espérance pour tous ceux qui rêvent de souveraineté. Ainsi se pose le Mali sur l'échiquier mondial, non pas comme un simple État nouveau-né, mais comme un phare, un refuge, un acteur, un frère. Et dans cette lumière, une cause va trouver un appui sans pareil, celle de l'Algérie. En février 1961, tandis que l'Algérie est encore en proie à l'une des guerres de libération les plus violentes de l'histoire du continent, le Mali, à peine sorti de sa propre tutelle coloniale, pose un acte de rupture radicale. Il reconnaît officiellement le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA. Dans les chancelleries occidentales, c'est un choc. À Bamako, c'est une déclaration de guerre morale à l'impérialisme. Modibo Keïta ne se contente pas de discours. Il offre au FLN bien plus que de la sympathie. Il lui offre la terre du Mali. Gao, Tombouctou et Kidal deviennent des bastions logistiques, des lieux de repli, de formation et de guérison. Là-bas, les combattants algériens réorganisent leurs lignes, reconstituent leurs forces, préparent les offensives futures contre les troupes françaises. C'est dans cette région que s'installe un homme qui marquera durablement l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika. Il se pose à Gao sous un nom de guerre emblématique, Mohamed El Mali. Un pseudonyme qui révèle tout, le lien de chair et d'idéal entre le peuple algérien en lutte et la terre malienne qui l'accueille. Les convois traversent le nord malien avec des armes livrées discrètement par les alliés du bloc socialiste. Le Mali facilite leur acheminement vers le FLN, parfois au prix de confrontations ouvertes avec les services français. Des blessés sont soignés dans les dispensaires de fortune installés par des Maliens. Des cadres du FLN y tiennent des réunions stratégiques, préparent des communiqués, diffusent leurs idées. Mais plus encore, le Mali offre au FLN un relais diplomatique. Dans toutes les conférences du tiers-monde, à Belgrade, au Caire, à Addis Abeba, Modibo Keïta brandit le drapeau de l'Algérie libre. Il plaide pour sa reconnaissance. Il répète inlassablement que l'Afrique ne peut se construire sur des compromis avec l'occupant. Le Mali devient la voix de l'Algérie, parfois plus audible encore que celle du FLN lui-même. Cette solidarité sans condition ne passe pas inaperçue. Le penseur et révolutionnaire Frantz Fanon, proche du FLN, salue cet engagement dans des termes inoubliables. Le Mali, décidé à tout, fervent et brutal, étendait la tête de pont et ouvrait de précieuses perspectives. Jamais le Mali n'a demandé de contrepartie. Il n'a pas marchandé son appui. Il l'a offert comme un devoir moral, comme une expression de son humanisme révolutionnaire. Le FLN trouvait dans le Mali une respiration, un allié, un miroir de sa propre détermination. En pleine guerre, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, pauvre mais debout, tendait la main à un pays frère qui saignait. Et cette main, jamais, ne trembla. En 1961, le Mali franchit une ligne que peu d'États africains osent même envisager, la rupture totale avec la France. En quelques mois, Modibo Keïta coupe les derniers liens militaires et financiers avec l'ancienne puissance coloniale. La décision est historique. Le Mali quitte la zone CFA, une première dans l'Afrique francophone, et rompt avec l'aide française, pourtant vitale pour un pays jeune, sans infrastructure, sans devise, sans arrière. Ce choix courageux n'est pas sans conséquences. L'économie malienne vacille. Les menaces de déstabilisation se multiplient. L'isolement diplomatique devient tangible. Dans la sous-région, certains dirigeants s'éloignent. Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire prennent leur distance avec Modibo Keïta, jugeant son soutien au FLN trop risqué, trop radical, trop défiant envers l'Occident. Mais Modibo Keïta ne plie pas. Il ne transige pas. Car pour lui, la liberté n'a pas de prix, et la solidarité avec les peuples en lutte est une obligation morale. S'il faut marcher seul, alors ce sera seul. Mais jamais en reniant ses principes. Il tourne donc le regard vers l'Est. L'URSS, la Chine populaire, la Yougoslavie de Tito deviennent ses partenaires. Il accueille des coopérants soviétiques, des techniciens chinois, des intellectuels du tiers-monde. Le Mali devient un épicentre du panafricanisme révolutionnaire. À Bamako se croisent les figures de la libération, Nelson Mandela, Ben Bella, Gamal Abdel Nasser, Chouanlé, Kwame Nkrumah, Gizanga. Le Mali se dresse, non pas comme une puissance économique, mais comme une puissance morale. Une voix qui refuse les compromis avec l'injustice. Une voix qui ose affronter les dogmes néocoloniaux. Une voix qui dit non, même si cela signifie affronter seule la tempête. Tant que le peuple n'est pas libéré,
il lui reste toujours une révolution à accomplir. Modibo Keïta. Cette révolution, le Mali ne la mène pas uniquement pour lui. Il la mène pour tous les peuples opprimés. Son isolement est le prix de sa cohérence. Sa solitude est la preuve de son intégrité. Le Mali paie cher son courage, mais il le paie debout, la tête haute, le cœur aligné sur ses valeurs. Et c'est ce prix, ce sacrifice, cette posture fière qui feront de lui, pour longtemps, une boussole pour les nations désireuses de rester fidèles à elles-mêmes. Le 5 juillet 1962, l'Algérie proclame son indépendance. Le monde salue la fin de 132 années de colonisation brutale. Dans les rues d'Alger, la foule exulte. Les drapeaux montent, les cris de joie jaillissent. Un peuple brisé renaît enfin. Mais dans cette effervescence, un silence assourdissant s'installe. Un silence diplomatique. Un silence politique. Un silence qui a la forme d'un oubli, celui du Mali. Aucun discours officiel, aucune déclaration publique, aucun hommage solennel n'est adressé à Modibo Keïta. Aucune note verbale de remerciement à l'État malien. Aucune reconnaissance pour ces villes du nord du Mali qui ont accueilli les maquisards, pour ces diplomates maliens qui ont plaidé la cause algérienne à l'ONU, pour ce peuple malien qui a donné ce qu'il n'avait pas pour soutenir un combat qui n'était pas le sien. Le GPRA installe son pouvoir, puis laisse place à Ben Bella, puis à d'autres. L'Algérie, enfin libre, entre dans ses propres dynamiques, ses propres calculs. La jeune République se tourne vers ses frontières, vers ses conflits, vers ses ambitions. Et le Mali, pourtant frère de lutte, devient une note de bas de page. Modibo Keïta n'en fait pas un drame. Il ne cherche ni médaille ni statut. Mais l'histoire, elle, garde les traces. Elle enregistre ce qui fut fait et ce qui ne fut jamais reconnu. Le peuple malien, lui, n'oublie pas. Il se souvient des convois de nuit, des combattants soignés, des discours enflammés à la tribune des Nations Unies. Il se souvient de l'époque où Bamako portait la douleur d'Alger comme la sienne propre. Et pourtant, rien. Pas même un mot. L'indépendance de l'Algérie fut une victoire. Mais pour le Mali, ce fut aussi une blessure muette. Celle de voir que la fraternité, quand elle n'est pas entretenue, peut être effacée par les vents froids de la réalpolitique. Le Mali avait combattant aux côtés de l'Algérie. L'Algérie, elle, a oublié son compagnon de route. En 1963, l'Algérie indépendante est déjà aux prises avec un nouveau conflit, la guerre des sables qui l'oppose au Maroc. Deux jeunes nations, toutes deux nées des cendres du colonialisme, en viennent aux armes pour une question de frontières. Le sang menace de couler à nouveau, cette fois entre frères africains. Et c'est le Mali, encore une fois, qui s'interpose. Modibo Keïta, visionnaire, ne laisse pas le feu s'installer. Il convoque à Bamako une rencontre entre le roi Hassan II et le président Ahmed Ben Bella. Objectif, éviter le pire. Ramener la paix. Replacer le dialogue au centre du jeu. Le Mali, qui avait prêté sa terre à la guerre de libération, prête aujourd'hui son territoire à la réconciliation. Une nouvelle fois, ce pays jeune sans richesse considérable, sans armée puissante, sans poids économique, impose sa voix dans les grandes décisions africaines. Sa force n'est pas dans ses armes. Elle est dans sa parole, dans sa posture, dans sa constance. Modibo Keïta croit à une Afrique unie. Une Afrique qui règle ses conflits entre Africains, loin des influences étrangères. Une Afrique qui construit l'avenir sur la base de la solidarité, de la coopération et du dialogue. Et ce rôle de médiateur, le Mali ne le joue pas qu'avec ses voisins directs. Il est au cœur de tous les combats du continent et au-delà. Aux côtés de Patrice Lumumba au Congo, qu'il soutient dès les premières heures. Aux côtés d'Antoine Gizanga, reconnu comme chef légitime à Stanleyville. Aux côtés de Nelson Mandela, hôte de Bamako dans sa tournée de ralliement. Avec les mouvements de libération de l'Angola, du Mozambique, de la Guinée-Bissau, de la Namibie. Avec les combattants du Vietnam, de la Palestine et tous ceux qui refusent l'injustice impériale. Le Mali de Modibo Keïta est un carrefour de l'espérance. Une capitale morale pour les peuples en lutte. La paix, pour le Mali, n'est pas un luxe. C'est une mission. Même après la guerre, même dans le silence, même dans l'oubli. Entre 2015 et 2023, une page sombre s'écrit dans les relations entre le Mali et l'Algérie. Une page de trahison, de méfiance, de blessures profondes. Car là où les Algériens d'hier trouvaient refuge sur les terres maliennes, ce sont aujourd'hui les ennemis du Mali qui trouvent abri au nord de l'Algérie.
La fraternité a laissé place au sabotage. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, regroupement de groupes armés séparatistes, s'est progressivement imposée dans le paysage malien comme un véritable instrument de déstabilisation. Derrière ces revendications identitaires se cachent des activités mafieuses, des complicités douteuses et une ambition, briser l'unité du Mali. Selon les services de renseignement maliens, l'Algérie est devenue la base arrière logistique, politique et diplomatique de ces groupes. L'accusation est grave. Soutien aux séparatistes, protection diplomatique, financement opaque, entraînement militaire. Des narcotrafiquants, des djihadistes recyclés, des chefs de guerre trouvent sur le sol algérien non seulement refuge, mais soutien. Le sommet de cette trahison prend forme en 2015 avec la signature de l'accord d'Alger. Officiellement présenté comme un accord de paix, il est vécu au Mali comme un diktat. Imposé sous pression internationale, négocié sans réel ancrage populaire, il est perçu par une grande partie du peuple malien comme un viol diplomatique. Un accord signé non entre frères, mais entre puissances. Et pendant que le Mali combat l'insécurité, la fragmentation territoriale et les infiltrations étrangères, l'Algérie se déclare médiateur. Une médiation biaisée, contestée, vue comme une stratégie pour garder la main sur le nord malien, riche en ressources et stratégique pour le Sahel. La douleur est d'autant plus grande que l'Algérie fut hier un frère d'armes. Et que ce frère, aujourd'hui, alimente la main qui frappe. Autant le Mali a été une bénédiction pour l'Algérie, autant l'Algérie est devenue une malédiction pour le Mali. L'histoire se retourne. Elle regarde ceux qui furent secourus et demande « Qu'avez-vous fait du sang versé pour vous ?» Le Mali, jadis sanctuaire des opprimés, est devenu la cible des ambitions voilées de ceux qui l'avaient aidé. La blessure n'est pas seulement politique. Elle est morale. Elle est historique. Et elle appelle justice. Partout où l'homme était asservi, notre parti n'a pas recherché la criminelle médiation. Il a porté aide à nos frères opprimés. Modibo Keïta. Le temps a passé, les générations se sont succédées, mais le silence de l'Algérie persiste. Jamais, en 60 ans, elle n'a publiquement reconnu l'apport militaire, logistique, diplomatique et politique du Mali à sa lutte de libération. Pas un discours d'État, pas un monument, pas une date officielle de mémoire. Et pourtant, ce que le Mali a offert à l'Algérie n'avait pas de prix. Il l'a offert sans rien demander. Sans contrat, sans arrière-pensée. Le peuple malien, digne et fier, n'a jamais tendu la main pour recevoir une récompense. Il a agi par principe, par devoir moral, par solidarité. Mais si les nations oublient, l'histoire, elle, finit toujours par se souvenir. Et aujourd'hui, elle demande des comptes. Elle interroge les silences, les ingratitudes, les trahisons feutrées. Elle redonne voix aux oubliés, lumière aux effacés. Le Mali, par sa posture, par son courage, par sa constance, a inscrit son nom dans les pages les plus nobles de la lutte anticoloniale. Il n'a pas toujours été compris. Il n'a pas toujours été soutenu. Mais il est resté debout. Et cette grandeur, nul ne pourra jamais la lui retirer. Le Mali a été le sol d'où est partie l'étincelle algérienne. Ce sol, l'Algérie le foule aujourd'hui avec indifférence, voire hostilité. Mais qu'importe, le Mali a choisi l'honneur. L'histoire n'oublie jamais ceux qui ont choisi la lutte, même dans la solitude. Ce n'est pas au nom de la vengeance que le Mali parle aujourd'hui. C'est au nom de la vérité. Car il est temps que les générations nouvelles sachent. Que les peuples du continent connaissent ceux qui ont porté la flamme et ceux qui l'ont éteinte. Le Mali restera, pour l'histoire, un phare. Une conscience. Une mémoire vivante. Et face au déni, face à l'oubli, face à l'ingratitude, il oppose la vérité. Inébranlable. Impérissable. Nous arrivons à la fin de cette histoire incroyable, les amis. Vive l'Afrique noire, fière et unie, dans la douleur comme dans la joie. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits puissants, oubliés ou censurés. Chaque abonnement, c'est une voix de plus pour notre mémoire collective.